thermodynamique de Maxwell-Boltzmann, de la statistique de Maxwell-Boltzmann, hein, qui correspond à des particules localisées, donc discernables, puisqu'elles sont localisées. Et on a vu que pour trouver le maximum d'entropie, eh ben, il fallait que la dérivée des logs de cette probabilité thermodynamique par rapport à chaque nombre de particules devait être égale à epsilon i moins mu sur kt. Donc il nous reste maintenant à faire le calcul de cette dérivée de W par rapport à Ni. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant pour essayer de trouver les Ni qui correspondent à l'état d'équilibre, c'est-à-dire à l'entropie maximale donnée par cette expression. Hein. Alors, il nous faut donc exprimer le log de W, hein, qui vaut, avant de pouvoir faire la dérivée, donc qui est le log de n factoriel, plus la somme sur i, d, donc de i égale à r, de, alors ça nous fait ni à l'intérieur, ni log de gi, moins log de ni factoriel. C'est le log d'un quotient, c'est la différence des logs. Voilà, c'est ça qu'il nous faut dériver par rapport à ni. Alors, évidemment, quand on dérive par rapport à ni, évidemment, ici, tous les termes avec un i différent de j, un j différent de i sont nuls, hein, et il ne reste que le terme en i. Donc finalement, le déron log de w sur déron ni, hein, sous-entendu tous les autres termes de la somme étant constants, ça nous donne le déron log de n factoriel sur déron ni, plus le déron sur déron ni, ben uniquement du terme en i, puisque les autres sont constants. Donc ça nous fait, il faut dériver ça. Voilà, ce terme-là. Bon. Alors, on va arranger un tout petit peu ça. N, il dépend de ni, en fait, puisque n, c'est la somme des ni, hein, c'est le nombre de particules. Donc, on va arranger un tout petit peu ça. Donc, finalement, n, c'est la dérivée par rapport à n fois d rond n sur d rond ni. Et puis, il nous reste quoi? Alors, on peut dériver les deux autres termes. Donc, le premier, là, il est assez simple, c'est log de gi. Et puis celui-là, c'est moins d rond log de ni factoriel sur d rond ni. Voilà. Alors, on s'aperçoit qu'on a deux fois des dérivés de log de n factoriel sur dn, donc c'est bon de se rappeler, vous l'avez peut-être vu en mathématiques, mais on va le reprendre ici, que vaut la dérivée de log de n factoriel sur dn? Eh bien, si on prend la formule de Stirling, c'est d sur dn au premier ordre, hein, de n log de n moins n. Donc si on bon là, la dérivée de n log de n, elle se fait en deux termes, hein. On dérive le n, il nous reste le log de n. Ensuite on dérive le log de n, il nous reste avec le n. Donc c'est uv' plus u'v, donc plus n. La dérivée de log de n sur n, c'est 1 sur n. Et la dérivée de n ici, c'est 1. Donc vous voyez que ces deux termes s'en vont, et il nous reste log de n. Donc c'est assez simple, quand vous dérivez un log de n factoriel, par rapport à la variable n, c'est tout simplement le log de n. Du coup, on va pouvoir recalculer le déron log de w sur déron ni, qui vaut tout simplement, alors cette fois-ci, ben, on a un log de grand n factoriel, log de grand n, hein, du coup, puisque on avait la dérivée. Ça vaut 1, hein, puisque n c'est n1 plus n2, donc plus ni, etc. Donc la dérivée par rapport à ni, c'est 1. Il nous reste un log de gi, et il nous reste la dérivée de ça, on vient de voir que c'était log de ni, tout simplement. Donc ça s'exprime sous une forme assez simple, c'est le log de n gi sur ni. Voilà. Bon, alors donc, et ça on sait que, d'après cette expression-là, pour maximiser l'entropie, eh bien ça vaut epsilon i moins mu sur kt. Et ça, c'est vrai pour tout i. Donc finalement, on peut exprimer ni, on va l'arranger un tout petit peu, on peut exprimer ni, donc ng, alors, ngi sur ni, ngi sur ni, c'est tout simplement l'exponentielle de epsilon i moins mu sur
kt. Alors ce que j'aurais dû faire, c'était plutôt prendre l'inverse, vous voyez, prendre l'inverse du log pour avoir un moins ici et un moins ici. Vous verrez pourquoi après. Sinon, ça va nous poser des problèmes. Donc là, il faut que je prenne l'inverse, c'est-à-dire 1 sur tout ça. D'accord? Voilà. Donc ça s'arrange un tout petit peu. Donc ni sur NGI, ça fait exponentielle de moins epsilon i moins mu sur kt. Voilà. Et finalement, on trouve que ni, c'est NGI exponentielle de moins epsilon i moins mu sur kt. Donc ça, c'est un résultat extrêmement important. On n'a pas quasiment terminé le calcul, mais c'est un résultat important parce qu'il nous donne la distribution finalement à l'état d'équilibre des particules sur les différents niveaux. Alors il y a juste quelque chose qu'on ne maîtrise pas trop dans ce calcul, c'est le potentiel chimique. Vous avez vu qu'il était apparu lorsqu'on avait utilisé, on avait essayé de minimiser cette fonction grand potentiel et que c'était un des paramètres, un des multiplicateurs de Lagrange qui était dû alors le potentiel chimique. On l'avait vu, il est lié au système, il apparaît quand les systèmes sont généralement ouverts, c'est-à-dire que le potentiel chimique, c'est l'énergie qu'on rapporte à un système quand on rajoute une particule, du égale mu dn plus, etc. Donc si dn égale 1, l'énergie interne du système augmente de mu. Donc le potentiel chimique, c'est ça. Alors le problème du potentiel chimique, c'est qu'on ne peut pas le déterminer si facilement que ça d'un point de vue expérimental. Donc on essaie de s'en débarrasser dans les calculs pour se rapporter à des quantités qu'on est capable de mesurer plus facilement. Voilà. Alors, il y a un réflexe à avoir pour déterminer le potentiel chimique, pour s'en débarrasser dans les expressions, qui n'est pas forcément intuitif, donc il faut juste connaître le truc, si je puis dire. C'est que quand vous avez besoin d'exprimer le potentiel chimique, pour vous en débarrasser ensuite, il faut calculer le nombre total de particules du système. Voilà, tout simplement. Alors, on peut le comprendre d'une certaine manière physiquement, dans la mesure où quand on rajoute une particule au système, on rajoute justement ce potentiel chimique. Donc, ce potentiel chimique, il dépend du nombre de particules dans le système avant qu'on en rajoute une. D'accord? Donc, si on est capable de calculer le nombre de particules, on doit être capable de relier ce nombre de particules au potentiel chimique. Et c'est effectivement comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionne toujours comme ça. Donc, il suffit juste de faire ça. Donc, on va calculer. Comme on veut se débarrasser de ce potentiel chimique dans notre expression, ben on va calculer n. Alors n, on sait que c'est la somme sur i dni. C'est aussi simple que ça. C'est la somme sur i dni. Donc, ben, je peux remplacer. C'est la somme sur i d n gi exponentielle moins epsilon i moins mu sur kt. Voilà. Et tout ça, c'est dans la somme. Alors, vous voyez que le n, on peut le sortir. On peut le sortir. Et donc finalement, il nous reste une somme sur i. Alors le mu sur kt, il ne dépend pas de i. On peut aussi le sortir. Vous voyez que l'exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles. Donc on a une exponentielle mu sur kt ici qui factorise le terme qui est devant et on l'a pour tous les termes. Donc je vais le mettre ici. On a une exponentielle mu sur kt et il nous reste à l'intérieur de la somme, ben, il nous reste un gi exponentielle moins epsilon i sur kt. Voilà. Donc maintenant, on va avancer un petit peu sur ce calcul. Voilà. Donc, on a ici le n qui vaut n. L'exponentielle de mu sur kt, on peut la sortir de la somme. C'est un terme qui factorise, qui multiplie tous les termes, fois, et vous voyez qu'il nous reste une somme sur i, tgi exponentielle moins epsilon i sur kt. Vous voyez que les n ici se simplifient, d'accord? Et donc il nous reste quelque chose qui est de la forme, alors si je repasse ce terme de ce côté, j'en déduis que, donc je multiplie par exponentielle moins mu sur kt de chaque côté, par exemple, exponentielle moins mu sur kt, ça fait somme sur i tgi exponentielle moins epsilon i sur kt. Voilà. Donc il me reste... alors, ce terme-là, c'est un terme extrêmement important en physique statistique.
vous voyez qu'il ne dépend que des niveaux d'énergie et de leur dégénérescence. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de la manière dont les particules sont réparties en réalité. Dans le système, on ne sait pas où elles sont. C'est un terme qu'on peut calculer dès qu'on a fait on a résolu, je dirais, l'expression de Schrödinger, on a résolu le problème quantique, on a trouvé les niveaux d'énergie et on a trouvé la dégénérescence, c'est-à-dire le nombre d'états microscopiques dans l'espace des phases associé à chaque niveau d'énergie. Donc quand on a résolu un problème quantique, et en physique statistique on part de ce point, on part des résultats de la physique quantique, eh bien on connaît cette quantité, on peut toujours la calculer, quelle que soit pour toute température. D'accord? Donc ce terme-là, on verra pourquoi après, on le verra en TD, on l'appelle Z. Et ce Z, c'est ce qu'on appelle la fonction de partition de notre système. Fonction de partition. Donc c'est un terme très important et donc il faudra savoir le reconnaître quand vous avez des expressions somme sur i de i égale à r, j'avais mis r boîte dans mon système, des gi exponentielle moins epsilon i sur kt. Voilà. Alors, j'en profite pour... on va souvent avoir les expressions 1 sur kt. Vous voyez que dans les arguments de l'exponentielle, qui sont évidemment, ces arguments sont censés dimension, on a toujours des rapports d'énergie. Donc, kt, c'est une énergie. Alors, pour simplifier les notations, et parce que c'est pratique pour plein de raisons, on va noter bêta, la quantité 1 sur kt. Voilà, 1 sur kt, c'est bêta. D'accord, c'est une définition, ce qui nous permet de réécrire z sous la forme z égale la somme sur i dgi exponentielle moins bêta epsilon i. Voilà, donc un résultat extrêmement important qu'il vous faut retenir. La fonction de partition, on peut toujours la définir quand on a un système, puisqu'on a décidé de classer par énergie les niveaux et qu'on a trouvé les dégénérescences. Eh bien, on peut toujours la calculer. Et on s'aperçoit que finalement, ce potentiel chimique qu'on cherchait, exponentielle moins mu sur kt, hein, qui était là, ben c'est z. D'accord. Donc, on peut tout simplement en déduire que mu, c'est égal à moins kt log de z. Ça aussi, c'est un résultat qui est associé aux particules localisées. C'est le potentiel chimique. Alors vous vous apercevez qu'il dépend de la température et il dépend de log de z, de cette quantité qu'on appelle la fonction de partition, pour laquelle on verra un peu plus tard le sens physique. Voilà. Donc mu, maintenant on l'a, on peut du coup le remplacer. On peut le remplacer dans les expressions qui étaient alors j'essaye de les retrouver. Ici, hein, on avait vu que NI c'était NGI exponentielle moins epsilon i moins mu sur kt. Je vais réécrire cette expression un petit peu différemment en utilisant les notations que j'ai vues. Donc finalement, NI, maintenant c'est NGI exponentielle moins mu sur kt. Je sépare ce terme et puis j'ai un exponentiel moins epsilon i sur kt. On voit que ce terme-là, c'est tout simplement z, vous voyez, 7. Voilà, donc on en déduit finalement que, que le nombre de particules à chaque niveau, NI, s'écrit sous la forme, alors j'ai fait une petite erreur, c'est un plus mu sur kt, vous voyez qu'il y a un moins, c'est epsilon i moins mu sur kt, donc c'est plus mu sur kt, donc c'est 1 sur z, ce terme-là. Donc ça se réécrit, ça veut dire que finalement on trouve pour la distribution de Maxwell-Boltzmann NI égale n sur z gi exponentielle moins epsilon i sur kt. Voilà un résultat important hein, que je vais essayer d'encadrer. Voilà.